Le café était encore chaud quand mon monde s'est effondré. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand Clara n'a pas immédiatement commencé sa leçon matinale sur le fait de laisser des copeaux de bois sur mes bottes de travail. Au lieu de cela, elle était assise à la table de notre cuisine, fixant son téléphone comme s'il contenait les secrets de l'univers. Ses doigts parfaitement manucurés tremblaient contre l'écran. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez, commentez et appuyez sur ce bouton d'engouement pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Il faut qu'on parle, John. 4 mots. C'est tout ce qu'il a fallu pour transformer mon mardi matin de banal à catastrophique. Je posais ma tasse, celle que Mia m'avait offerte pour la fête des pères il y a 3 ans, quand elle faisait encore semblant de me tolérer, et j'attendis l'enfer que ma belle-fille de 17 ans avait concocté cette fois-ci. Le visage de Clara avait cette expression pincée qu'elle prenait lorsqu'elle discutait de tout ce qui concernait mon existence. Après 8 ans de mariage, j'avais appris à lire ces expressions comme un bulletin météorologique. Ce front de tempête particulier suggérait une destruction de catégorie 5. Mia est venue me voir hier soir, commença Clara, sa voix ferme mais froide. Elle m'a dit quelque chose que je n'arrive même pas à le traiter. Je m'appuyais contre le comptoir, mes mains de charpentier cherchant automatiquement le confort familier de ma ceinture à outils avant de me souvenir que j'étais encore en pyjama. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit que tu avais été. La contenance de Clara se fissura légèrement. Elle a dit que tu avais été inapproprié avec elle, que tu l'as mise enceinte. Les mots me frappèrent comme un coup de masse à la poitrine. Pendant un instant, je ne pus respirer, ne pus penser, ne pus rien faire d'autre que fixer le visage de ma femme et regarder chaque trace de la femme qui m'avait jadis aimé disparaître derrière un mur de dégoût et de trahison. Tu ne peux pas être sérieuse, réussis-je enfin à articuler. Clara, tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais. Est-ce que je te connais? Elle se leva, sa chaise raclant le parquet que j'avais posé moi-même il y a 2 étés. Parce qu'en ce moment, en te regardant, je ne suis pas sûr de te connaître du tout. La cuisine se sentit soudain plus petite, les murs se refermant comme un étau. C'était la même pièce où nous avions partagé d'innombrables. Où Clara riait de mes blagues nulles, où j'avais appris à Mia à faire des crêpes quand elle avait 10 ans et qu'elle pensait encore que j'étais la lune. Maintenant, elle ressemblait à un tribunal et j'étais l'accusé face à un jury d'une seule personne. Clara, écoute-moi. Je fis un pas vers elle, mais elle recula comme si j'étais contaminé. Je n'ai jamais, pas une seule fois, touché Mia de manière inappropriée. Je n'ai même jamais été seul avec elle plus de 5 minutes à la fois. Tu le sais. Tu t'en es toujours assuré. Cette dernière partie s'échappa avant que je ne puisse l'arrêter, mais c'était vrai. Clara avait toujours été protectrice envers Mia, méfiante envers tout homme dans la vie de sa fille. Même moi, son mari, j'étais tenu à distance en ce qui concernait les décisions parentales. J'avais le droit d'apporter un soutien financier et de réparer les choses dans la maison, mais la paternité réelle, c'était hors limite. Elle a des détails, John. La voix de Clara devenait plus forte, plus assurée, comme si elle se convainquait autant que moi. Elle sait des choses sur ton emploi du temps, sur quand je suis au travail. Quelle chose? Que pourrait-elle bien savoir qui te ferait croire cette folie? Clara sortit son téléphone et lut comme si elle délivrait une déclaration préparée. Elle a dit que tu venais dans sa chambre la nuit quand je travaillais tard. Elle a dit que tu lui avais dit que si elle disait quoi que ce soit, personne ne la croirait parce que c'est toi qui paies son école, sa voiture, son fonds pour l'université. Chaque mot était comme un coup physique. Le pire n'était pas seulement l'accusation, c'était à quel point elle était parfaitement élaborée. Mia avait toujours été intelligente, mais ce niveau de destruction calculée était quelque chose de nouveau, même pour elle. Et tu la crois, dis-je. Ce n'était pas une question. C'est ma fille. Et je suis ton mari. Le rire de Clara était amer et tranchant. Vraiment? Parce que dernièrement, j'ai l'impression que tu n'es que le gars qui vit ici et paie les factures. Cela piqua, car ce n'était pas entièrement faux. Notre mariage avait été houleux pendant des mois, peut-être des années. La passion s'était éteinte quelque part entre mon entreprise de construction ratée et la promotion de Clara au poste de directrice principale chez Coastal Insurance. Nous étions devenus des colocataires qui partageaient occasionnellement un lit et divisaient l'hypothèque. Mais ceci, c'était quelque chose de complètement différent. Je veux que tu partes, dit Clara doucement.
Fais tes valises et va-t'en. Aujourd'hui. Clara, s'il te plaît. Réfléchis logiquement. Quand aurais-je eu l'occasion? Tu suis mon emploi du temps mieux que le FBI. Je suis soit au travail, soit ici avec toi, soit profondément endormi. Il n'y a pas de temps pour que je me faufile et que je moleste qui que ce soit, encore moins ta fille. Non. Sa voix devint aiguë. N'ose pas essayer de t'en sortir avec la logique. Ma fille est venue me voir en pleurant, terrifiée, et m'a dit que son beau-père, l'homme en qui j'avais confiance, l'homme que j'avais épousé, l'avait abusé. Et ta réponse est de me donner ton alibi? Je passais mes mains dans mes cheveux, essayant de trouver quelque chose, n'importe quoi, qui la ferait écouter. Où est-elle maintenant? Laisse-moi lui parler. Laisse-moi lui demander d'expliquer exactement quand ces choses sont censées s'être produites. Absolument pas. Elle est chez ma mère et elle ne sera plus jamais seule avec toi. La finalité dans sa voix était terrifiante. Ce n'était pas une discussion ni même une dispute. C'était une sentence. J'appelle mes frères, continua Clara, déjà en train de composer. Ils vont venir et s'assurer que tu partes paisiblement. Tommy et Rick, les frères cadets de Clara, tous deux bâtis comme des secondeurs et dotés de la tradition familiale de résoudre les problèmes d'abord avec leurs poings et ensuite avec des questions. Ils ne m'avaient jamais aimé de toute façon, le décrocheur universitaire qui avait volé leur précieuse sœur à son destin de classe moyenne supérieure. Clara, ne fais pas ça. Ne les appelle pas. Parlons, toi et moi. Nous pouvons régler ça. Mais elle parlait déjà au téléphone. Tommy? C'est moi. J'ai besoin que toi et Rick veniez tout de suite. John doit partir et je ne pense pas qu'il parte tranquillement. Elle raccrocha et me regarda avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié si ce n'avait pas été mélangé à tant de mépris. Tu as 30 minutes pour faire tes valises. Tout le reste, nous nous en occuperons plus tard par l'intermédiaire d'avocats. Avocat? Le mot sortit comme un croassement. Clara, tu parles d'avocat? Pensais-tu qu'il n'y aurait pas de conséquences? Mia veut porter plainte. La seule raison pour laquelle elle n'a pas encore appelé la police, c'est parce que je lui ai demandé d'attendre que tu sois parti. La pièce commença à tourner. Porteur plainte, la police. Ce n'était pas seulement la fin de mon mariage. C'était la fin de tout. Ma réputation, mon entreprise, ma liberté. Dans une ville de la taille de Millfield, une accusation comme celle-ci me suivrait pour toujours, vrai ou non. Pourquoi, demandai-je, et je n'étais pas sûr de parler à Clara ou à l'univers en général. Pourquoi ferait-elle ça? Que ai-je jamais fait pour qu'elle me déteste autant? L'expression de Clara s'adoucit légèrement, et pendant un instant, je vis une lueur de la femme dont j'étais tombé amoureux. Peut-être aurais-tu dû y penser avant de décider d'eux. Je n'ai rien fait. Les mots éclatèrent de ma bouche plus fort que je ne l'avais voulu. Je ne l'ai pas touchée. Je ne l'ai pas menacée. Je n'ai rien fait de ce dont elle m'accuse. Je n'ai été que respectueux envers cette fille depuis le jour où je l'ai rencontrée, même quand elle a été un véritable cauchemar à vivre. Un cauchemar? La douceur momentanée de Clara s'évanouit. C'est une adolescente, John. Elle est censée être difficile. Mais apparemment, tu as trouvé ta propre façon de gérer ça. Le bruit des moteurs de camion dans l'allée coupa ma réponse. Tommy et Rick étaient arrivés à l'heure. J'entendais leurs lourdes bottes sur le porche d'entrée, le bruit familier de la porte moustiquaire qui claquait. Clara. La voix de Tommy résonna dans la maison. Où est-il? Cuisine, répondit-elle, sans jamais me quitter des yeux. Ils apparurent dans l'embrasure de la porte comme des serre-livres assortis d'une violence à peine contenue. Tommy, l'aîné, portait ses vêtements de travail du chantier naval, un jean et une chemise en flanelle qui contenaient à peine ses larges épaules. Rick était en uniforme de police, ce qui rendait toute la situation infiniment pire. « Salut, Johnny Boy, dit Tommy avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai entendu dire que tu te comportais mal. C'est entre Clara et moi, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Vous deux n'avez pas besoin d'être ici. Rick s'avança, sa main reposant négligemment sur son arme de service. En fait, si. Vous voyez, quand quelqu'un blesse notre famille, ça devient vite notre affaire. Je n'ai blessé personne. Ce n'est pas ce que dit Mia, répondit Tommy. Et cette petite fille ne nous a jamais menti sur quoi que ce soit d'important. Petite fille.
Mia avait 17 ans, presque 18, et manipulait les adultes depuis qu'elle pouvait parler. Mais pour ses oncles, elle était toujours la douce enfant qui suppliait de faire des promenades à dos de cochon et de manger des glaces. Ils ne pouvaient pas voir ce qu'elle était devenue, ou peut-être qu'ils ne voulaient tout simplement pas le voir. Écoutez, dis-je, levant les mains dans ce que j'espérais être un geste non menaçant. Je sais comment ça se présente, mais si vous me donnez juste une chance d'expliquer. Le poing de Tommy me frappa à l'estomac avant que je ne puisse finir la phrase. Je me pliai en deux, haletant, et Rick me saisit les bras par derrière. Voici comment cela va fonctionner, dit Tommy d'un ton conversationnel, comme s'il expliquait comment changer un pneu. Tu vas monter, faire tes valises et foutre le camp de la maison de notre sœur. Tu le feras tranquillement, sans faire de scène et sans énerver Clara davantage que tu ne l'as déjà fait. Et si je refuse? La prise de Rick se resserra sur mes bras. Alors nous ferons tes valises pour toi. Mais je ne pense pas que tu aimeras nos méthodes d'emballage. Je regardais Clara, espérant un signe qu'elle réalisait à quel point tout cela était devenu fou. Mais elle était juste là, les bras croisés, regardant ses frères brutaliser son mari comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. 30 minutes, dit-elle doucement. C'est tout ce que tu as. La demi-heure suivante fut la plus longue de ma vie. Je trébuchais en montant à notre chambre, notre ancienne chambre, et jetais des vêtements dans un sac de sport tandis que Tommy et Rick regardaient depuis l'embrasure de la porte. Chaque mouvement était une agonie, non seulement à cause du coup de poing, mais aussi à cause du cauchemar surréaliste que ma vie était devenue. Je pris mes outils dans l'atelier du sous-sol, les bons qui avaient appartenu à mon père. Tommy fit un commentaire sur le fait que je n'en aurais pas besoin là où j'allais, mais je l'ignorais. Quoi qu'il arrive ensuite, j'aurais besoin de travailler pour survivre. Alors que je chargeais mon camion, les voisins commencèrent à apparaître sur leur porche et dans leur jardin. Madame Henderson d'à côté faisait semblant d'arroser ses plantes tout en s'efforçant évidemment d'entendre chaque mot. Les enfants Kowalski regardaient ouvertement depuis leur marche d'entrée. Ce soir-là, tout le monde à Millfield saurait que John Dorsey avait été expulsé de sa maison en disgrâce. Une dernière chose, dit Rick alors que je jetais mon dernier sac dans la benne du camion. Clara va déposer une ordonnance restrictive cet après-midi. Cela signifie que tu ne reviens pas ici. Tu n'appelles pas. Tu ne passes pas en voiture. Tu ne penses même pas à cet endroit. C'est clair? Cristal, marmonnai-je. Bien. Parce que si tu violes cette ordonnance, ce sera moi qui viendrai t'arrêter. Et crois-moi, petit frère, ça ne va être agréable pour aucun de nous deux. Petit frère. Il ne m'avait jamais appelé comme ça avant, et la cruauté désinvolte de ce surnom me frappa maintenant comme un autre coup de poing à l'estomac. Je montai dans mon camion et démarrai le moteur, mes mains tremblant sur le volant. Clara se tenait dans l'embrasure de la porte, me regardant partir. Juste un instant, nos regards se croisèrent, et je crus voir quelque chose, du doute peut-être ou du regret. Mais alors Tommy lui dit quelque chose, et elle se détourna. Alors que je descendais Maple Street pour ce qui, je le savais, serait la dernière fois, je me vis dans le rétroviseur. Je ressemblais exactement à ce que tout le monde s'attendrait à ce qu'un agresseur d'enfants ressemble. Mal rasé, les yeux écarquillés, désespéré, coupable. Mais je n'étais pas coupable. J'étais juste la dernière victime des jeux de Mia, et d'une manière ou d'une autre, j'allais le prouver. La question était de savoir comment. Le Millfield Motor Lodge était le genre d'endroit où les gens allaient disparaître, ce qui le rendait parfait pour ma situation actuelle. 27 $ la nuit vous offrait une chambre qui sentait la cigarette et le désinfectant industriel, un lit qui avait connu de meilleures décennies, et la certitude absolue que personne ne poserait de questions inconfortables sur votre présence. Je vivais dans la chambre 12 depuis 3 jours, survivant grâce au café des distributeurs automatiques et à la nourriture que je pouvais acheter à la station-service d'à côté. Les murs étaient si fins que j'entendais chaque conversation, chaque dispute, chaque moment intime des chambres voisines. C'était comme être piégé dans la vie des autres alors que la mienne s'effondrait de manière spectaculaire. Le pire, c'était l'attente. Attendre que Clara appelle et me dise qu'elle avait réalisé son erreur. Attendre que Mia confesse qu'elle avait tout inventé. Attendre un signe quelconque que ce cauchemar prendrait fin et que je pourrais retrouver ma vie normale, ennuyeuse et stable. Mais l'appel ne vint jamais. Au lieu de cela, j'ai reçu la visite de la détective Sarah Morrison le jeudi matin. Elle a frappé à ma porte à 9 heures précises, vêtue d'un costume bon marché et arborant le genre d'expression qui suggérait qu'elle préférait être n'importe où ailleurs.
Monsieur Dorsey, je suis la détective Morrison du département de police de Millfield. J'aimerais vous poser quelques questions concernant des allégations qui ont été faites contre vous. Je l'invitais à entrer, principalement parce que refuser aurait semblé suspect. Elle s'assit dans la seule chaise de la pièce tandis que je m'installais sur le bord du lit, essayant de ressembler à un homme innocent plutôt qu'à un coupable se cachant dans un motel miteux. Je suppose que c'est à propos de Mia, dis-je. Mia Patterson, oui. Elle a fait de graves accusations, monsieur Dorsey. J'ai besoin d'entendre votre version des faits. La détective Morrison était professionnelle mais pas méchante. Elle m'a interrogé sur ma relation avec Mia, mon emploi du temps, mes allées et venues à des dates précises. J'ai répondu à chaque question honnêtement, même si je savais à quel point je sonnais pathétique. Non, je ne pouvais pas prouver que j'étais endormi pendant les moments où Mia affirmait que j'étais dans sa chambre. Non, il n'y avait aucun témoin de mon innocence. Non, je n'avais aucune idée pourquoi elle inventerait de si horribles mensonges. Mia a-t-elle déjà fait de fausses accusations auparavant, demanda Morrison. Pas comme ça, mais elle a toujours été difficile. Elle ment constamment sur de petites choses. Devoir, couvre-feu, où elle est allée. Clara trouve toujours des excuses pour elle. Pouvez-vous me donner des exemples précis? Je lui ai raconté la fois où Mia a affirmé que j'avais cassé son ordinateur portable alors qu'elle l'avait fait tomber elle-même. Les mensonges qu'elle avait racontés pour se tirer d'ennui à l'école, blâmant toujours les professeurs ou d'autres élèves pour ses problèmes. La façon dont elle manipulait Clara en jouant la victime chaque fois qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Morrison nota tout, mais je pouvais dire qu'elle n'était pas impressionnée. Mentir sur les devoirs était loin de fabriquer des abus sexuels, et nous le savions tous les deux. Monsieur Dorsey, je dois vous demander, y a-t-il une quelconque vérité dans ces allégations? Parfois, les gens font des erreurs, dépassent les limites sans le vouloir. Si quelque chose s'est produit, même quelque chose de mineur, il serait préférable d'y remédier maintenant. Rien ne s'est passé, dis-je fermement. Je n'ai jamais touché cette fille de manière inappropriée. Je n'ai jamais été seul avec elle plus de quelques minutes à la fois. Je n'ai jamais dit ou fait quoi que ce soit qui puisse être interprété comme sexuel ou menaçant. Morrison étudia mon visage un long moment. D'accord. Eh bien, l'enquête est en cours. Je vous recommande de prendre un avocat, juste pour être sûr. Et monsieur Dorsey, ne quittez pas la ville. Après son départ, je me suis assis dans cette chambre de motel miteuse et j'ai essayé de comprendre ce que diable j'allais faire. J'avais peut-être $3000 sur mon compte courant personnel, de quoi survivre un mois si j'étais prudent. Mon entreprise de construction était essentiellement morte. Qui allait embaucher un gars accusé d'avoir agressé sa belle-fille? Même si les accusations étaient finalement abandonnées, le soupçon persisterait pour toujours. J'avais besoin d'alliés, et j'avais besoin d'informations. Plus important encore, je devais comprendre pourquoi Mia avait décidé de détruire ma vie. C'est alors que je me suis souvenu de Danny Walsh. Danny et moi étions amis depuis le lycée, à l'époque où nous étions jeunes et stupides et pensions que nous allions conquérir le monde ensemble. Il était devenu plombier tandis que moi j'avais choisi la menuiserie, et nous avions souvent travaillé sur les mêmes chantiers au fil des ans. Plus important encore, Danny était marié à Linda Walsh, qui enseignait à l'école secondaire de Millfield et avait une place aux premières loges pour tout le drame adolescent qui s'y déroulait. J'ai trouvé Danny au Murphy's Tavern ce soir-là, sirotant une bière et se plaignant de son dernier client à quiconque voulait l'écouter. Le Murphy's était le genre de bar ouvrier où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, ce qui en faisait le meilleur ou le pire endroit pour que je montre mon visage. J'ai décidé de prendre le risque. Eh bien, regarde qui le chat a ramené, dit Danny alors que je m'approchais de sa table. J'ai entendu dire que tu avais des problèmes à la maison. C'est une façon de le dire. Je fis signe au barman de m'apporter une bière et m'assis en face de mon plus vieil ami. Qu'est-ce que tu as entendu exactement? Assez pour savoir que tu es dans de beaux draps, mon frère. Mia a dit à tout le monde que tu étais une sorte de prédateur. Clara a pleuré à l'épicerie, disant aux gens qu'elle n'avait jamais vu les signes. C'est un vrai feuilleton. La bière arriva, et je pris une longue gorgée avant de répondre. Rien de tout cela n'est vrai, Danny. Tu me connais. Tu sais que je ne suis pas capable de quelque chose comme ça. Danny s'adossa à sa chaise et étudia mon visage. Nous nous connaissions depuis plus de 20 ans, avions traversé des divorces, des pertes d'emploi et des décès familiaux ensemble. Si quelqu'un pouvait voir à travers les mensonges, c'était lui.
Oui, je te connais, dit-il finalement. Et tu as raison. Tu n'es pas capable de blesser un enfant. Mais cela ne signifie pas que les gens vont te croire. Cette ville adore un bon scandale, et tu viens de leur donner le plus juteux depuis des années. Alors qu'est-ce que je suis censé faire? Juste accepter que ma vie est finie? Bien sûr que non. Tu te bats, mais tu le fais intelligemment, pas stupidement. Danny se pencha en avant, baissant la voix. Linda a entendu des choses à l'école, des rumeurs sur Mia qui pourraient t'intéresser. Quel genre de rumeurs? Le genre qui suggère que ta belle-fille n'est pas tout à fait la victime innocente qu'elle prétend être. Mais ce n'est pas l'endroit pour en parler. Trop d'oreilles. Il finit sa bière et se leva. Passe par la maison demain soir. Linda prépare un rôti, et nous pourrons avoir une vraie conversation. Je voulais le presser de détails, mais Danny avait raison pour les oreilles. Le Murphy's bourdonnait déjà de conversations chuchotées, et je sentais des regards sur moi de tous les coins de la pièce. Je finis ma bière rapidement et partis, ignorant les regards et le silence soudain qui suivit ma sortie. De retour au motel, je restais éveillé à fixer la tache d'eau au plafond et à penser à Mia. Elle avait 11 ans quand j'ai épousé Clara, une enfant timide qui semblait vraiment heureuse d'avoir une figure paternelle dans sa vie. Je lui avais appris à faire du vélo, je l'avais aidé avec ses devoirs, j'avais assisté à toutes ses pièces de théâtre et matchs de football. Quand est-ce que ça avait mal tourné? Quand étais-je devenu l'ennemi? J'ai pensé aux changements que j'avais remarqués au cours de la dernière année, la façon dont elle avait commencé à s'habiller différemment, de manière plus provocante. Les nuits tardives et les mensonges sur où elle était allée. Les nouveaux amis que Clara n'approuvait pas. Les notes qui avaient commencé à chuter. L'attitude qui s'était progressivement aggravée. Peut-être y avait-il plus à l'histoire que je ne l'avais réalisé. Peut-être l'accusation de Mia n'était-elle pas seulement une cruauté aléatoire. Peut-être cachait-elle autre chose. Le soir suivant, je me rendis chez Danny et Linda, dans la vieille partie de la ville, où les arbres étaient plus grands et les maisons avaient du caractère plutôt qu'une simple surface. Linda m'accueillit à la porte avec une étreinte qui dura un peu trop longtemps, le genre qui disait qu'elle croyait en mon innocence même quand le reste du monde ne le faisait pas. John, chérie, tu as l'air terrible, dit-elle en me faisant entrer dans leur cuisine. Quand as-tu mangé un vrai repas pour la dernière fois? Je ne m'en souviens honnêtement pas. Linda était une de ces personnes naturellement attentionnées qui exprimaient leur amour par la nourriture. En quelques minutes, j'avais devant moi une assiette pleine de rôtis, de purée de pommes de terre et de haricots verts, accompagnée d'un verre de vin qui coûtait probablement plus cher que mon budget alimentaire quotidien. Alors, dit Danny une fois que nous fûmes tous assis autour de leur table de salle à manger, parlons de ta situation. Linda jeta un coup d'œil à son mari, puis à moi. John, ce que je suis sur le point de te dire ne doit pas sortir de cette pièce, tu comprends? Je pourrais perdre mon emploi si quelqu'un découvrait que je partageais des informations sur des élèves. J'acquiesçai, me sentant soudain plus optimiste que je ne l'avais été depuis des jours. Mia a eu des problèmes à l'école, continua Linda. De gros problèmes. Ses notes sont passées de B à D au cours du dernier semestre. Elle a séché des cours, s'est battue avec d'autres filles, et il y a eu des incidents. Quel type d'incident? Il y a 3 semaines, elle a été surprise dans le placard à fourniture avec Brandon Mitchell pendant la pause déjeuner. Ils étaient tous les deux à moitié déshabillés, et d'après ce que j'ai entendu, ce n'était pas la première fois. Brandon Mitchell. Je connaissais ce nom. C'était le gamin qui traînait à la maison dernièrement, celui que Clara avait interdit à Mia de fréquenter. Grand, arrogant, 18 ans, et d'après ce que j'avais observé, un problème avec un grand P. Il y a plus, dit Linda. Le mois dernier, un autre professeur a trouvé des photos inappropriées sur le téléphone de Mia, des photos d'elle-même qu'elle avait partagées avec des garçons plus âgés, y compris certains qui avaient déjà obtenu leur diplôme. Les pièces commençaient à s'assembler dans mon esprit. Elle a été sexuellement active, très active d'après ce que nous pouvons dire. Et John, il y a une rumeur qui circule selon laquelle elle pourrait être enceinte. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Enceinte? Cela expliquerait tout. Les mensonges, les accusations, le besoin désespéré de trouver quelqu'un à blâmer. Si elle est enceinte, dis-je lentement, et qu'elle a été avec Brandon Mitchell, alors elle a besoin d'un bouc émissaire, termina Danny. Quelqu'un pour prendre la faute afin que sa précieuse réputation ne soit pas ruinée. Et toi, mon ami, tu es le parfait pigeon. Linda tendit la main sur la table et serra la mienne. Je suis désolé, John.
Je sais que c'est horrible pour toi, mais si Mia est enceinte, et si elle a menti sur l'identité du père, alors tu pourrais avoir un moyen de prouver ton innocence. Comment? Test ADN, dit Danny simplement. Si elle prétend que tu l'as mise enceinte, exige un test de paternité. Quand il reviendra négatif, toute son histoire s'effondrera. Pour la première fois depuis des jours, je ressentis autre chose que du désespoir. Ce n'était pas de l'espoir, exactement, mais c'était proche. Si Mia avait trop joué sa main, si elle avait fait des affirmations qui pouvaient être scientifiquement réfutées, alors peut-être avais-je une chance de me battre. Il y a autre chose, dit Linda, hésitante. Je ne devrais probablement pas te dire ça, mais Clara est venue me voir hier. Elle voulait savoir si je pensais que tu étais capable de ce dont Mia t'accuse. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit la vérité. Que tu es l'un des hommes les plus honnêtes que je connaisse, et que si Mia fait ces accusations, il y a probablement plus à l'histoire qu'elle n'en entend. Comment Clara a-t-elle réagi à cela? Linda et Danny échangèrent des regards. Pas bien, admit Linda. Elle s'est mise sur la défensive, a dit que je ne comprenais pas parce que je n'avais pas d'enfant. Elle semblait, je ne sais pas, presque en colère que je remette en question l'histoire de Mia. Cela piqua, mais ça ne me surprit pas. Clara avait toujours été farouchement protectrice envers Mia, parfois jusqu'à l'irrationalité. Dans son esprit, soutenir sa fille signifiait croire chaque mot qu'elle disait, indépendamment des preuves ou de la logique. « Qu'est-ce que je fais maintenant » demandai-je. « Tu prends un avocat » dit Danny fermement. « Un bon. Et tu commences à construire ta défense, parce que quelque chose me dit que ça va empirer avant de s'améliorer. » Il avait raison, bien sûr. Mais assis là dans leur cuisine chaleureuse, entouré de gens qui croyaient en mon innocence, je me sentais plus fort que je ne l'avais été depuis le début de ce cauchemar. Mia avait commis une erreur en impliquant une grossesse dans ses mensonges, et j'allais m'assurer que cette erreur détruirait complètement sa crédibilité. La guerre ne faisait que commencer. J'ai engagé Rebecca Santos un vendredi matin, avec de l'argent que j'avais emprunté sur mon camion. C'était le genre d'avocate qui travaillait depuis une maison convertie près du palais de justice, le genre qui prenait des affaires que d'autres avocats ne toucheraient pas. Plus important encore, c'était le genre qui croyait qu'il fallait se battre salement quand la situation l'exigeait. « Laissez-moi bien comprendre » dit Rebecca, en examinant les notes que je lui avais données. « Votre belle-fille de 17 ans prétend que vous l'avez agressée sexuellement et que vous l'avez mise enceinte. Votre femme la croit complètement et vous a mis à la porte. La police enquête, mais n'a pas encore porté plainte. Et vous pensez que la fille ment pour couvrir sa relation avec son petit ami. C'est la version simplifiée, n'est-ce pas? Rebecca avait la quarantaine, des cheveux grisonnants et le genre d'yeux fatigués qui viennent de longues années passées à gérer les pires pulsions de l'humanité. Elle avait traité 3 cas d'abus sur mineurs rien que l'année dernière, ce qui la rendait soit le choix parfait, soit un choix terrible, selon votre perspective. Voici ce que nous allons faire, dit-elle, sortant un bloc-notes légal. Premièrement, nous allons exiger un test de grossesse. Si Mia est enceinte, nous exigeons un test ADN immédiatement. Si elle n'est pas enceinte, sa crédibilité prend un coup majeur. Et si elle refuse? Elle ne peut pas refuser le test de grossesse si des accusations sont portées. Le test ADN est plus délicat, mais nous pouvons faire beaucoup de bruit à ce sujet. Parfois, la menace est suffisante pour faire reculer les gens. Rebecca passa l'heure suivante à détailler notre stratégie. Nous enquêterions sur les antécédents de Mia, documenterions son histoire de mensonges et de manipulation, et construirions une chronologie qui rendrait ces accusations impossibles à croire. Cela allait être coûteux et prendre du temps, mais c'était la seule façon de laver mon nom. Je dois vous demander ceci, John, dit Rebecca alors que notre réunion touchait à sa fin. Y a-t-il une part de vérité dans ces accusations? Un contact inapproprié? Un franchissement de limite? Quoi que ce soit qui puisse être mal interprété. Rien, dis-je fermement. J'ai pris soin d'éviter même l'apparence d'une impropriété. Je n'ai jamais été seul avec elle pendant de longues périodes, je ne suis jamais entré dans sa chambre sans la présence de Clara, je ne l'ai même jamais serrée dans mes bras sans que d'autres personnes soient présentes. Bien. Ça va nous aider, mais il faut que tu comprennes quelque chose. Même si nous prouvons ton innocence au-delà de tout doute, certaines personnes te croiront toujours coupable. C'est la nature de ces accusations. Elles te collent à la peau pour toujours. Je quittai le bureau de Rebecca,
me sentant prudemment optimiste pour la première fois en une semaine. J'avais un plan maintenant, une façon de riposter au lieu de me cacher dans une chambre de motel en attendant que ma vie se termine. Mon premier arrêt fut le parking du lycée de Millfield à l'heure du déjeuner. Je m'assis dans mon camion de l'autre côté de la rue, observant les élèves aller et venir, cherchant Mia et Brandon Mitchell. Cela me semblait glauque et harceleur, ce que je suppose que c'était, mais j'avais besoin de les voir ensemble. J'avais besoin de preuves de leur relation que je pourrais utiliser pour étayer ma théorie. Je n'eus pas à attendre longtemps. Mia sortit du bâtiment avec 2 autres filles, riant et parlant comme si elle n'avait aucun souci au monde. Elle ne ressemblait en rien à une victime traumatisée d'abus sexuels. Elle ressemblait à une adolescente typique, confiante et insouciante, profitant de l'attention que ces accusations lui avaient apportée. Brandon apparut quelques minutes plus tard, et je les observais, Mia et lui, avoir ce qui semblait être une conversation intense près de sa voiture. Même à distance, je pouvais voir le langage corporel, la façon dont elle touchait son bras, la façon dont il se penchait pour lui chuchoter à l'oreille. Ce n'étaient pas les actions de simple connaissance. J'ai pris des photos avec mon téléphone, bien que je ne sois pas sûr de leur utilité. Rebecca m'avait averti des lois sur le harcèlement et de l'importance de rester dans les limites légales. La dernière chose dont j'avais besoin était d'être arrêté pour harcèlement en plus de tout le reste. Ce soir-là, je me rendis de l'autre côté de la ville pour rendre visite à quelqu'un que j'avais évité, ma sœur, Jenny. Elle vivait dans une modeste maison de plain-pied avec son mari, Mike, et leurs 2 jeunes enfants, et elle m'avait appelé sans arrêt depuis que la nouvelle des accusations s'était répandue. Jenny me rencontra à la porte, les larmes aux yeux et une étreinte qui faillit me briser les côtes. « Johnny, je suis tellement désolé. Je sais que tout cela est faux. Quiconque te connaît sait que tu ne ferais jamais de mal à un enfant. Merci, Jen. J'avais besoin d'entendre ça. » Mike me serra la main et m'offrit une bière, mais je pouvais voir les questions dans ses yeux. Il voulait croire en mon innocence, mais le doute est difficile à dissiper une fois qu'il a pris racine. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Jenny alors que nous étions assis dans leur salon, parlant à voix basse pour que les enfants n'entendent pas. « Je vais me battre. J'ai engagé un avocat, et nous allons prouver que Mia ment. » « Comment ?» Je leur racontai l'histoire de la grossesse, de Brandon Mitchell, des informations de Linda de l'école. Jenny écouta avec une colère grandissante, tandis que Mike semblait juste préoccupé. « Cette petite salope, dit Jenny quand j'eus fini. Je ne l'ai jamais aimée. Il y avait toujours quelque chose d'étrange chez cet enfant, quelque chose de calculateur. » Jen, avertit Mike. Ce n'est encore qu'une adolescente. Une adolescente qui essaie de détruire la vie de mon frère avec des mensonges. La voix de Jenny devenait plus forte, et j'entendis l'un des enfants bouger à l'étage. « Baisse la voix, dis-je. La dernière chose dont j'ai besoin est que cette conversation remonte d'une manière ou d'une autre à Clara. » Nous avons parlé pendant encore 1 heure, Jenny proposant de faire tout ce qu'elle pouvait pour aider, et Mike donnant la voix de la prudence. Quand je suis parti, je me suis senti mieux d'avoir le soutien de ma famille, mais j'ai aussi ressenti le poids de ce que je leur demandais de risquer en croyant en moi. Les jours suivants se fondirent dans un brouillard de réunions juridiques, de consultations avec un détective privé et de longues heures passées à documenter chaque interaction que j'avais eue avec Mia. Rebecca avait engagé un détective privé nommé Marcus Torres, un ancien policier spécialisé dans les affaires familiales. Il était cher, mais il était doué pour trouver des dossiers sur des personnes qui se croyaient intouchables. J'ai fouillé dans les médias sociaux de Mia Patterson, me dit Marcus lors de notre première rencontre. La fille a mené une double vie. Ses profils publics sont tout miel et lumière, mais ses comptes privés racontent une histoire différente. Il me montra des impressions de messages Instagram, de photos Snapchat et de conversations textuelles qui dépeignaient une adolescente sexuellement active avec plusieurs partenaires. Il y avait des références à des fêtes, à la boisson et à ce qui semblait être de la consommation de drogue. Plus important encore, il y avait plusieurs conversations avec Brandon Mitchell qui étaient explicitement de nature sexuelle. Celle-ci date d'il y a 2 semaines, dit Marcus, en montrant un échange de messages textes. Elle lui dit qu'elle est en retard et lui demande ce qu'il devrait faire. Il essaie de la convaincre de faire un test de grossesse. Donc, elle est enceinte. Ou du moins elle pense qu'elle pourrait l'être. Mais voici la partie intéressante. Regarde ce message de 3 jours plus tard. Le texte était de Mia à Brandon. Ne t'inquiète pas. J'ai trouvé comment gérer ça. Mon beau-père va prendre la faute pour tout.
Maman ne se doutera jamais que c'était toi. Je fixai les mots sur la page, ressentant un mélange de vindication et de rage. Voici la preuve, noir sur blanc, que Mia avait planifié tout ce complot. Elle m'avait délibérément choisi comme son bouc émissaire, sachant que Clara la croirait sans poser de questions. Pouvons-nous utiliser cela au tribunal, demandai-je. Cela dépend de la façon dont nous l'avons obtenu, dit Marcus prudemment. Certaines de ces informations proviennent de sources qui pourraient ne pas être admissibles, mais cela nous donne une feuille de route pour construire votre défense. Rebecca était ravie quand je lui ai montré les découvertes de Marcus. Cela change tout, dit-elle. Nous pouvons exiger ce test de grossesse maintenant, et quand il reviendra positif, nous exigerons des tests ADN. Quand cela prouvera que vous n'êtes pas le père, toute l'histoire de Mia s'effondrera. Et si elle prétend que je l'ai abusée, mais que je ne l'ai pas mise enceinte? Alors nous utiliserons ses propres mots contre elle. Elle a spécifiquement dit à votre femme que vous l'aviez mise enceinte. Si nous pouvons prouver que c'est un mensonge, cela jette le doute sur tout le reste de ce qu'elle a dit. Les rouages de la justice tournaient lentement, mais ils se dirigeaient enfin dans ma direction. Rebecca déposa des requêtes exigeant des tests médicaux, tandis que Marcus poursuivait son enquête sur les antécédents de Mia. Pendant ce temps, j'essayais de reconstruire une semblance de vie normale. J'avais trouvé un petit appartement à la périphérie de la ville, un logement d'une chambre propre, bon marché et anonyme. J'avais également réussi à obtenir quelques petits boulots de bricoleur grâce au bouche à oreille, principalement auprès de personnes qui ne connaissaient pas les accusations ou ne s'en souciaient pas. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour survivre. Le plus dur était l'isolement. Des amis que je connaissais depuis des années sont soudainement devenus indisponibles quand je les appelais. Des voisins traversaient la rue pour éviter de me parler. Même au Murphy's Tavern, la conversation s'arrêtait quand j'entrais, remplacée par un silence inconfortable et des regards suspicieux. Mais il y avait des exceptions. Danny et Linda restèrent fidèles, tout comme ma sœur Jenny. Quelques-uns de mes anciens clients me contactèrent discrètement pour m'offrir leur soutien, et mon ancien patron de l'entreprise de construction me fit comprendre qu'il y aurait un travail pour moi une fois que tout cela serait terminé. Innocent jusqu'à preuve du contraire, me dit-il au téléphone. Ça signifie encore quelque chose pour certains d'entre nous. 3 semaines après le début de l'enquête, Rebecca appela avec des nouvelles. Le tribunal a ordonné à Mia de se soumettre à un test de grossesse, dit-elle. Il est programmé pour demain matin. Et si elle refuse? Elle ne peut pas. Le juge a clairement indiqué qu'un refus entraînerait des accusations d'outrage. Clara n'en est pas contente, mais elle a accepté d'amener Mia. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Tout dépendait des résultats de ce test. Si Mia n'était pas enceinte, ce serait sa parole contre la mienne, et dans des cas comme celui-ci, l'accusé gagne rarement. Mais si elle était enceinte, et si les tests ADN prouvaient que je n'étais pas le père, alors j'avais une réelle chance de laver mon nom. L'appel arriva à 14 h le lendemain après-midi. Elle est enceinte, dit Rebecca sans préambule. Environ 6 semaines. Dieu merci, soufflai-je. Ne faites pas encore. Clara affirme que le calendrier correspond à la période où Mia dit que tu l'as abusée, mais nous avons déposé la motion pour l'ADN, et le juge est enclin à l'accorder. Nous devrions avoir les résultats dans la semaine. Cette semaine fut la plus longue de ma vie. Je suivis les mouvements de travailler, manger et dormir, mais tout ce à quoi je pouvais penser était ce test ADN. Tout mon avenir dépendait des résultats d'une procédure scientifique qui prouverait soit mon innocence, soit confirmerait ma culpabilité aux yeux de la loi. Rebecca appela un jeudi matin avec les résultats. « Félicitations, John, dit-elle, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Tu n'es définitivement pas le père. » Je m'assis lourdement sur mon canapé, l'impression que quelqu'un venait de me retirer un poids de 1000 livres de la poitrine. C'est fini? Pas tout à fait. Nous devons encore faire face aux allégations d'abus. Mais la crédibilité de Mia vient de prendre un coup massif. Elle a spécifiquement dit à plusieurs personnes que vous l'aviez mise enceinte, et nous pouvons maintenant prouver que c'est impossible. Que se passe-t-il ensuite? Maintenant, nous passons à l'offensive. J'organise une conférence de presse demain matin. Nous allons publier les résultats ADN et exiger que le procureur abandonne toutes les accusations potentielles. Plus important encore. Nous allons exiger que Mia subisse les conséquences d'avoir porté de fausses accusations. La conférence de presse s'est tenue sur les marches du palais de justice, Rebecca prenant la parole la plupart du temps,
tandis que je me tenais à ses côtés, essayant d'avoir l'air digne plutôt que vindicatif. Les médias locaux étaient présents en force, ainsi qu'une petite foule de badauds, dont plusieurs personnes que je reconnaissais en ville. Mon client a été victime d'une campagne de mensonges malveillante et calculée, annonça Rebecca. Les preuves ADN prouvent de manière concluante qu'il n'aurait pas pu être le père de l'enfant de sa belle-fille, malgré ses affirmations spécifiques contraires. Nous demandons au procureur de classer immédiatement cette enquête et de poursuivre Mia Patterson pour avoir déposé un faux rapport. Les questions arrivèrent vite et furieuses. Allais-je poursuivre en justice? Allais-je chercher à obtenir la garde des biens de mon mariage? Avais-je un commentaire sur les motivations de ma belle-fille? Je gardais mes réponses courtes et dignes, mais intérieurement, j'étais enragé. Mia avait essayé de détruire ma vie sans autre raison que sa propre commodité, et maintenant elle allait en subir les conséquences. Ce soir-là, Danny appela avec une mise à jour du réseau de potins local. Clara est en mode de gestion de crise totale, rapporta Teil. Elle dit à tout le monde que Mia a dû être confuse, que le traumatisme lui a fait mélanger les détails. Elle insiste toujours sur le fait que tu as abusé de sa fille, juste que tu n'es pas le père du bébé. Et les gens y croient. Certains oui. Mais beaucoup de gens commencent à poser des questions gênantes, comme pourquoi Mia mentirait sur quelque chose de si spécifique, et sur quoi d'autre elle pourrait avoir menti. La marée tournait, lentement mais sûrement. Ce n'était pas encore une vindication complète, mais c'était un début. Et pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, je commençais à croire que je pourrais réellement retrouver ma vie. Mais je commençais aussi à réaliser que retrouver ma vie n'allait pas suffire. Mia avait essayé de me détruire, et Clara avait été trop disposée à croire le pire de son mari. Elles allaient payer pour ce qu'elle m'avait fait. Je m'en assurais. Les accusations furent officiellement abandonnées un mardi matin de fin octobre. La procureure Patricia Walsh parla d'insuffisance de preuves pour poursuivre, ce qui était un euphémisme politique signifiant que l'affaire s'était effondrée lorsque nous avions prouvé que le témoin clémentait. J'aurais dû me sentir soulagé, vindiqué, libre. Au lieu de cela, je me sentis en colère. En colère d'avoir mis 2 mois à laver mon nom d'une chose que je n'avais jamais faite. En colère d'avoir perdu ma maison, mon mariage et ma réputation à cause des mensonges d'une adolescente. En colère que Clara ait été si prompte à croire le pire de moi et si lente à admettre qu'elle s'était trompée. Mais surtout, j'étais en colère que Mia s'en sorte indemne. Le procureur ne va pas porter plainte contre elle, me dit Rebecca après l'annonce officielle. Ils disent qu'elle est mineure, et que poursuivre des accusations de faux témoignages découragerait d'autres victimes de se manifester. Donc elle détruit ma vie et ne subit aucune conséquence? Des conséquences légales, non. Mais des conséquences sociales, c'est une autre histoire. Le bouche à oreille circule en ville sur ce qui s'est réellement passé. Les gens parlent. Rebecca avait raison là-dessus. Les résultats ADN avaient fait la une du Millfield Gazette, et l'histoire s'était répandue sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Soudain, tous ceux qui avaient été si prompts à me condamner faisaient marche arrière, affirmant qu'ils avaient toujours eu des doutes sur l'histoire de Mia. C'était trop peu, trop tard, mais c'était quelque chose. J'étais resté à l'écart de mon ancien quartier, en partie pour éviter de violer l'ordonnance restrictive qui était encore techniquement en vigueur, et en partie parce que je n'étais pas encore prêt à affronter Clara. Mais 3 jours après que les accusations furent abandonnées, elle m'appela. John, c'est moi. Nous devons parler. Sa voix était différente, plus petite, moins assurée que dans mes souvenirs. La confiance suprême qu'il avait portée à travers notre mariage et mon exil avait été remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Clara. Ton ordonnance restrictive est toujours active. Je la retire. J'ai déjà parlé à mon avocat. S'il te plaît, John. Je sais que je te dois une explication. Nous nous sommes rencontrés dans un café de l'autre côté de la ville, un territoire neutre où aucun de nous n'aurait l'avantage de la familiarité. Clara avait l'air terrible, plus mince qu'il y a 2 mois, avec des cernes sous les yeux et le genre de pâleur qui vient de trop de stress et pas assez de sommeil. Tu as bonne mine, dit-elle alors que je m'asseyais en face d'elle, en meilleure santé que ce à quoi je m'attendais. Je ne lui rendis pas le compliment. Que veux-tu, Clara? Je veux m'excuser. Je veux expliquer pourquoi. Pourquoi je l'ai cru si vite. J'écoute. Clara enserra sa tasse de café comme si elle essayait de se réchauffer. Mia est venue me voir en pleurant, John.
Elle était si convaincante, si détaillée sur ce qui était censé s'être passé. Et moi? J'avais mes propres raisons de vouloir la croire. Quelles raisons? Notre mariage se désagrégeait, il l'était depuis des mois, peut-être des années. Nous le savions tous les deux, mais aucun de nous ne voulait l'admettre. Quand Mia a fait ses accusations, cela m'a donné une issue qui ne faisait pas de moi la méchante. L'honnêteté fut surprenante et plus douloureuse que ce à quoi je m'attendais. Alors tu m'as jeté sous le bus pour éviter de gérer nos problèmes? Oui, dit-elle doucement. Et je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Où est Mia maintenant? Elle ne vit plus avec moi. Après que les résultats ADN soient sortis, nous nous sommes disputés, une grosse dispute. Elle a admis qu'elle avait menti sur le fait que tu étais le père, mais elle insistait toujours sur le fait que tu l'avais abusée. Quand je l'ai pressée de détails, son histoire a commencé à s'effondrer. Alors tu as finalement réalisé qu'elle mentait. J'ai réalisé que j'avais détruit mon mariage et ruiné ta vie sur la parole d'une adolescente qui ment aussi facilement qu'elle respire. La voix de Clara se brisa légèrement. Elle est chez ma mère maintenant. Je ne peux pas la regarder en ce moment. J'aurais dû ressentir de la sympathie pour Clara. Elle souffrait clairement, elle était clairement pleine de remords pour son rôle dans ce désastre. Mais tout ce que je ressentais était une froide satisfaction qu'elle subisse enfin les conséquences de ses choix. Que veux-tu de moi? Demandai-je. Je veux arranger ça. Je veux que nous essayions à nouveau, de reconstruire ce que nous avions. Nous ne pouvons pas reconstruire quelque chose qui n'a jamais été réel en premier lieu. Clara tressaillit comme si je l'avais giflée. C'était réel, John. Peut-être pas à la fin, mais c'était réel une fois. Vraiment? Parce qu'avec le recul, je ne suis pas sûr que tu m'aies jamais fait confiance. Tu m'as toujours tenu à distance quand il s'agissait de Mia, tu as toujours supposé le pire de mes motivations. Peut-être que tu attendais juste une excuse pour te débarrasser de moi. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Tu as cru son accusation sans demander de preuves. Sans me donner la chance de me défendre. Tu as fait en sorte que tes frères me battent et me jettent comme une ordure. Tu as déposé une ordonnance restrictive pour t'assurer que je ne puisse même pas essayer d'expliquer ma version. Ça ne ressemble pas au comportement de quelqu'un qui aimait fait confiance à son mari. Clara pleurait maintenant, des larmes silencieuses qu'elle essayait d'essuyer discrètement. J'avais peur, John. J'étais effrayée et confuse, et j'ai pris de terribles décisions. Mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Non, dis-je en me levant. Tu aimais l'idée de moi. Le pourvoyeur stable, le bricoleur qui pouvait résoudre tes problèmes, la figure paternelle pour ta fille. Mais tu ne m'as jamais assez aimé pour croire en moi quand cela comptait le plus. S'il te plaît, ne pars pas. Nous pouvons surmonter ça. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons. Nous ne pouvons rien faire, Clara. C'est fini. C'était fini au moment où tu as choisi de croire ces mensonges plutôt que ma vérité. Je la laissais assise dans ce café, pleurant dans son café tiède, et je ne ressentis aucune pitié pour elle. Elle avait fait son choix, et maintenant elle devait vivre avec. Mais je n'en avais pas encore fini avec elle deux. Marcus Torres avait poursuivi son enquête même après que les accusations furent abandonnées, en partie parce que je le payais toujours, et en partie parce qu'il avait développé un intérêt personnel pour l'affaire. Il avait vu trop de vies détruites par de fausses accusations, et il voulait s'assurer que Mia subisse des conséquences pour ses actes. J'ai suivi son activité sur les médias sociaux, me dit-il lors de notre réunion la semaine suivante. Elle s'est vantée auprès de ses amis d'avoir réussi à se débarrasser du beau-père bizarre. Elle pense réellement qu'elle a gagné. Quoi d'autre as-tu trouvé? Beaucoup de choses. Consommation de drogue, consommation d'alcool par des mineurs, activités sexuelles avec plusieurs partenaires. Elle a également volé dans des magasins du centre commercial, et il y a des preuves qu'elle a vendu des marchandises volées en ligne. Assez pour la faire arrêter? Probablement. Mais voici la partie intéressante. Elle a fait la plupart de ces choses avec Brandon Mitchell, le père du bébé. Il a 18 ans maintenant, ce qui rend certaines de leurs activités illégales de sa part. Un plan commençait à se former dans mon esprit. Mia pensait qu'elle avait gagné, qu'elle avait réussi à détruire ma vie sans faire face à aucune conséquence. Elle avait tort. Continue de creuser, dis-je à Marcus. Je veux tout ce que tu peux trouver sur les deux. Chaque crime,
chaque mensonge, chaque décision stupide qu'ils ont prise. Que prévois-tu, John? Justice, dis-je simplement. Au cours des 2 semaines suivantes, Marcus a compilé un dossier complet sur les activités de Mia et Brandon. Les preuves étaient accablantes. Photos de consommation d'alcool par des mineurs, messages textes discutant de transactions de drogue, preuves vidéo de vol à l'étalage, et le plus dommageable de tout. Des communications explicites entre un Brandon de 18 ans et une Mia de 17 ans qui pourraient constituer un viol statutaire dans notre État. J'ai d'abord présenté les preuves à Rebecca. Pouvons-nous utiliser cela? Légalement, une partie. Mais John, je dois te demander, quel est ton objectif final ici? Ces enfants vont faire face à de graves conséquences si cette information est divulguée. Bien. Mia a essayé de m'envoyer en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Maintenant, c'est à son tour d'affronter le système judiciaire. Et Brandon? Il est coupable de mauvais jugement et de viol statutaire, mais il n'a pas porté les fausses accusations. Il est coupable d'avoir mis enceinte une mineure et de l'avoir ensuite aidé à piéger un homme innocent. Cela le rend complice, à mon avis. Rebecca étudia les preuves pendant un long moment avant de parler. Je ne peux pas m'impliquer là-dedans, John. Éthiquement, je ne peux pas t'aider à détruire la vie de ces enfants, même s'ils le méritent. Je ne te le demande pas. Je te demande de me dire si l'une de ces preuves a été obtenue illégalement. La plupart proviennent de publications publiques sur les réseaux sociaux ou de sources qui ont fourni des informations volontairement. Cela devrait être admissible si des accusations sont portées. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir. Mon premier arrêt fut le département de police de Millfield, où je demandais une rencontre avec la détective Morrison. Elle écouta poliment tandis que je présentais les preuves des activités criminelles de Mia, bien que je puisse dire qu'elle n'était pas ravie de rouvrir quoi que ce soit lié à mon affaire. Monsieur Dorsey, je comprends que vous soyez en colère contre ce qui s'est passé, mais poursuivre des accusations contre une mineure pour vol à l'étalage et consommation d'alcool semble vindicatif. Et les fausses accusations? Et le fait qu'elle ait tenté d'envoyer un homme innocent en prison. Le procureur a déjà refusé de poursuivre là-dessus. Alors, qu'en est-il de Brandon Mitchell? Il a 18 ans, et il a eu des relations sexuelles avec une mineure. C'est un viol statutaire dans cet État. L'expression de Morrison changea alors qu'elle examinait les preuves de la relation de Brandon et Mia. Ces messages textes, quand ont-ils été envoyés? Au cours des 6 derniers mois. Il a eu 18 ans en mars. Elle a toujours 17 ans. La loi est assez claire à ce sujet. Je devrais examiner cela avec le bureau du procureur. Ma deuxième étape fut le lycée de Millfield, où je demandais une réunion avec le directeur Davison. Je lui présentais des preuves de la consommation de drogue, d'alcool et des activités de vol à l'étalage de Mia, toutes choses qui violaient le code de conduite de l'école. Monsieur Dorsey, j'apprécie que vous portiez cela à mon attention, mais je dois remettre en question vos motivations ici. Mes motivations sont sans importance. Une élève de votre école s'est livrée à des activités illégales et a porté de fausses accusations contre des adultes. Cela me semble être quelque chose que vous voudriez aborder. Le directeur Davison ne put contester cette logique. En une semaine, Mia avait été suspendue en attendant une audience disciplinaire, mais je n'avais pas encore fini. Ma dernière étape fut la plus satisfaisante. J'appelai le Millfield Gazette et demandai une rencontre avec leur journaliste d'investigation, Janet Mills. Elle avait couvert mon affaire depuis le début, et je savais qu'elle serait intéressée par l'histoire de suivi. Alors laissez-moi bien comprendre, dit Janet, en examinant les preuves. La fille qui vous a faussement accusé d'abus sexuels s'est livrée à des activités criminelles et a menti à ce sujet pour cacher sa relation avec le père biologique de son enfant? C'est exactement ça. Et je pense que le public a le droit de connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Cela va détruire sa réputation. Bien. Elle a essayé de détruire la mienne avec des mensonges. Maintenant, elle peut faire face aux conséquences de la vérité. L'histoire a fait la une de l'édition dominicale, accompagnée de photos et d'extraits de publications sur les réseaux sociaux. Le titre disait « La vie secrète de la fausse accusatrice révélée ». Elle détaillait les activités criminelles de Mia, sa relation avec Brandon et la chronologie qui prouvait que ses accusations contre moi avaient été fabriquées pour dissimuler sa grossesse. La réaction fut rapide et brutale. Quelques heures après la sortie du journal, les comptes de Mia sur les réseaux sociaux furent inondés de commentaires furieux. Brandon fut arrêté pour viol statutaire.
Clara fut contrainte de prendre un congé de son travail en raison du scandale. Mais le moment le plus satisfaisant vint 3 jours plus tard, lorsque je reçus un appel de la mère de Clara. « John, il faut que tu arrêtes ça, » dit-elle, sa voix tremblant de colère. Mia n'est qu'une enfant. Elle a fait une erreur. Une erreur? Je ris. Elle a essayé de m'envoyer en prison pour 20 ans. Ce n'est pas une erreur. C'est une tentative de meurtre par procuration. Elle est à l'hôpital maintenant. Elle a essayé de... Elle s'est blessée. Le stress de tout ce qui se passe. Pendant un instant, je ressentis une lueur de culpabilité, mais ensuite je me souvins des 2 mois que j'avais passés à vivre dans un motel, des amis qui m'avaient abandonné, de la carrière qui avait été détruite par ces mensonges. C'est regrettable, dis-je. Mais ce n'est pas ma responsabilité. Elle a créé cette situation par ses choix. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Tu es un monstre. Non, répondis-je. Je suis juste un homme qui refuse d'être une victime. Je raccrochai le téléphone et me servis un verre. De ma fenêtre d'appartement, je pouvais voir les lumières de Millfield s'étendre en contrebas. Quelque part là-bas, Clara faisait face aux décombres de sa famille. Quelque part là-bas, Mia apprenait que les actions ont des conséquences. Quelque part là-bas, Brandon était assis dans une cellule de prison, contemplant son avenir. Et là, j'étais, enfin libre de tous. Ce n'était pas la fin que j'avais prévue quand j'avais épousé Clara il y a 8 ans, mais c'était la fin qu'ils avaient méritée par leur choix. La justice, il s'avéra, avait meilleur goût que je ne l'avais imaginé. 6 mois après l'abandon des charges, je reconstruisais ma vie pas à pas. Le travail de contractant avait repris à mesure que la nouvelle de mon innocence se répandait, et j'avais réussi à déménager dans un meilleur appartement de l'autre côté de la ville. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi, et personne ne pouvait me le prendre à cause des mensonges d'une adolescente manipulatrice. Le système juridique avait finalement rattrapé Mia et Brandon. Il avait plaidé coupable de viol statutaire et avait reçu 2 ans de probation plus l'enregistrement obligatoire en tant qu'agresseur sexuel. Mia avait été accusée en tant que mineure pour vol à l'étalage et possession de drogue, recevant des travaux d'intérêt général et un conseil obligatoire. Les accusations de fausses déclarations avaient été abandonnées dans le cadre d'un accord de plaidoyer, ce qui me contrariait toujours, mais au moins il y avait eu des conséquences. Clara avait perdu son emploi à la compagnie d'assurance après l'éclatement du scandale. Apparemment, avoir sa fille qui fait de fausses accusations d'abus contre son mari n'était pas le genre de publicité qu'ils voulaient associer à leur marque. Elle était retournée vivre chez sa mère et travaillait à temps partiel dans un magasin de détail, une chute dramatique par rapport à son poste précédent de cadre supérieur. J'aurais dû me sentir satisfait de la tournure des événements. La vérité avait été révélée, justice avait été rendue, et les personnes qui avaient essayé de détruire ma vie faisaient face aux conséquences de leurs actions. Mais la satisfaction n'était pas ce que je ressentais quand j'ai vu Clara à l'épicerie un jeudi soir de mars. Elle paraissait plus âgée, usée par les événements de l'année écoulée. Ses cheveux étaient plus courts et plus gris, ses vêtements moins chers que ceux qu'elle avait l'habitude de porter. Elle poussait un chariot dans la section des fruits et légumes, examinant des pommes avec une attention si minutieuse qu'elle suggérait que l'argent était désormais une considération dans ses décisions d'achat. Elle me vit la regarder et se figea, sa main suspendue au-dessus d'un sac d'oranges. Pendant un instant, nous nous sommes juste regardés à travers l'étalage de produits, 2 personnes qui avaient autrefois partagé un lit et une vie, et qui étaient maintenant des étrangers liés seulement par les débris de notre passé. « Bonjour, John, dit-elle finalement. Clara. » J'acquiesçai poliment, mais ne m'approchez pas. Il n'y avait plus rien à dire entre nous, rien qui puisse combler le fossé qui s'était creusé le jour où elle avait choisi de croire les mensonges de Mia plutôt que ma vérité. « Tu as bonne mine, dit-elle, et il y avait quelque chose de mélancolique dans sa voix. En bonne santé. Je le suis. Comment va Mia? Le visage de Clara se crispa. Elle va. Elle reçoit de l'aide, des conseils. Le bébé est attendu dans 2 mois. Et Brandon? Il n'est plus dans le tableau. Ses parents ont clairement indiqué qu'il n'était pas le bienvenu autour de Mia après tout ce qui est sorti. J'eus presque pitié d'elle. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu des 2 mois que j'avais passés en exil, des amis que j'avais perdus, de la réputation que j'avais dû reconstruire à partir de zéro. Ma sympathie avait des limites, et Clara avait épuisé les siennes il y a longtemps. Je devrais y aller, dis-je. John, attends. Elle fit un pas vers moi,
puis s'arrêta en voyant mon expression. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre ça, mais j'ai besoin que tu saches à quel point je suis désolé. Non seulement de l'avoir cru, mais pour tout. Pour la façon dont notre mariage s'est terminé, pour la façon dont je t'ai traité, pour tout ça. Je sais que tu es désolé, Clara, mais désolé ne répare rien. Je sais, j'avais juste besoin de le dire. J'acquiesçai et m'éloignai, la laissant là, debout parmi les fruits et légumes. Une femme qui avait tout perdu parce qu'elle avait choisi la loyauté envers une menteuse plutôt que la foi en son mari. Je ne regardai pas en arrière. Mais la rencontre me resta à l'esprit en rentrant chez moi, et je me mis à penser au coup de la vengeance. J'avais obtenu ce que je voulais. Mia et Brandon avaient subi les conséquences de leurs actes. Clara avait perdu sa vie confortable, et tout le monde en ville connaissait la vérité sur ce qui s'était réellement passé. Mais rien de tout cela ne m'avait rendu ce que j'avais perdu. Mon mariage était toujours terminé. Ma confiance dans les gens était toujours brisée, et je devais essentiellement recommencer ma vie à 45 ans. Le téléphone sonnait quand je rentrais à mon appartement. C'était Jenny qui appelait pour son contrôle hebdomadaire. « Comment vas-tu, Johnny ? » « Je vais bien. J'ai vu Clara au magasin aujourd'hui. » « Comment était-ce ? » ?»« Gênant. Elle s'est à nouveau excusée. »« Tu crois qu'elle le pense vraiment ? » Je considérais la question. « Oui, je crois qu'elle le pense. Mais ça n'a pas d'importance. Certaines choses ne peuvent pas être réparées avec des excuses. As-tu pensé à sortir avec quelqu'un à nouveau ? Peut-être est-il temps de passer à autre chose. Je ne suis pas encore prêt pour ça. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Tu ne peux pas laisser ce qui s'est passé avec Clara et Mia t'empoisonner contre toutes les relations, John. Il y a de bonnes personnes là-bas. Je sais, mais en ce moment, je me concentre sur la reconstruction de mon entreprise et de ma vie. La romance peut attendre. Après avoir raccroché avec Jenny, je m'assis dans mon salon et pensais à l'avenir. Pour la première fois depuis plus d'1 an, j'en avais un. J'avais du travail. J'avais un endroit où vivre. J'avais retrouvé ma réputation. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, mais c'était une vie sur laquelle je pouvais construire. Le lendemain matin, une visite inattendue. Je me préparais à aller travailler quand quelqu'un frappa à ma porte. Je l'ouvris et trouvai Mia dans le couloir, très enceinte et l'air nerveuse. « Bonjour, John. Qu'est-ce que tu fais ici, Mia ?» Je reculai et lui fis signe d'entrer, plus par curiosité que par courtoisie. Elle se dandina dans mon salon et s'assit lourdement sur mon canapé, ses mains reposant sur son ventre gonflé. « Tu as l'air sur le point d'accoucher, observai-je. 2 semaines encore, selon le médecin. » Elle regarda autour de mon appartement, observant le mobilier spartiate et l'absence totale de tout ce qui avait autrefois appartenu à notre foyer commun. « C'est joli. Petit, mais joli. C'est temporaire. Je cherche une maison à acheter. C'est bien. Tu étais toujours plus heureux quand tu avais des projets à réaliser. » La petite conversation semblait surréaliste. Voici la fille qui a essayé de détruire ma vie, assise dans mon salon, conversant comme si nous étions de vieux amis qui se retrouvaient. « Pourquoi es-tu ici, Mia ?» Elle prit une profonde inspiration. « Je voulais m'excuser pour ce que je t'ai fait. Je sais que ça ne répare rien, mais j'avais besoin de le dire. »« D'accord, tu l'as dit. J'avais peur, continua-t-elle. Et quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai paniqué. Je savais que maman serait furieuse, et je savais que Brandon me laisserait probablement tomber. J'avais besoin de quelqu'un à blâmer, quelqu'un qui ne pourrait pas se défendre efficacement. Et tu m'as choisi. Tu étais pratique. Maman ne te faisait déjà pas confiance avec moi, et je savais qu'elle me croirait sans poser de questions. Je pensais que tu quitterais la ville tranquillement, et ce serait la fin. Au lieu de ça, j'ai riposté. Oui, je ne m'y attendais pas. Elle se déplaça inconfortablement sur le canapé. Je n'ai pas pensé à ce que ça te ferait, à la façon dont ça détruirait ta vie. Je ne pensais qu'à moi. C'est toujours ton problème, Mia. Tu n'as jamais réfléchi à l'impact de tes actions sur les autres. Je sais. Le conseiller dit que j'ai des tendances narcissiques, que j'ai du mal avec l'empathie et l'évaluation des conséquences. Des mots compliqués pour dire que tu es une égoïste de merde. Elle tressaillit à ces mots durs, mais ne discuta pas « je mérite ça ».
Je mérite pire que ça. Oui, tu le mérites. Nous restâmes silencieux quelques minutes. Le poids de tout ce qui s'était passé planait entre nous comme une présence physique. Qu'est-ce qui va t'arriver, demandai-je finalement. Je donne le bébé en adoption. Il y a une famille à Portland qui la veut. Après ça, je ne sais pas finir le lycée, peut-être essayer d'entrer à l'université quelque part loin d'ici. Recommencer. Fuir tes problèmes. C'est très mature. Que suis-je censé faire d'autre? Tout le monde dans cette ville sait ce que j'ai fait. Je ne peux pas reconstruire ma réputation ici plus que tu n'aurais pu le faire si tu étais resté. Elle avait raison. Millfield était une petite ville avec une longue mémoire, et Mia serait toujours connue comme la fille qui avait fait de fausses accusations. D'une certaine manière, nous étions tous deux victimes de ces mensonges, bien qu'elle ait provoqué ses propres conséquences tandis que les miennes avaient été imposées par d'autres. J'espère que tu tireras des leçons de ça, dis-je. J'espère que tu deviendras une meilleure personne. Moi aussi. Elle se leva avec difficulté, une main soutenant son dos. Pour ce que ça vaut, je suis content que tu aies riposté. Je suis content que tu aies prouvé que je mentais. Si tu ne l'avais pas fait, j'aurais probablement fait quelque chose comme ça à quelqu'un d'autre. Ouais, eh bien, la prochaine fois, choisis quelqu'un de ta taille. Elle esquissa presque un sourire. Il n'y aura pas de prochaine fois. J'ai retenu la leçon. Nous verrons. Je la conduisis à la porte et la regardai se diriger lentement vers l'ascenseur. Elle avait l'air jeune, vulnérable et très seule, et pendant un instant, je ressentis quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Mais ensuite, je me suis souvenu des 2 mois que j'avais passés dans une chambre de motel, me demandant si ma vie était finie, et le sentiment passa. Certaines personnes devaient apprendre à leurs dépens que les actions ont des conséquences. Mia était l'une de ces personnes. 3 semaines plus tard, je lus dans le journal local qu'elle avait donné naissance à une fille et l'avait placée en adoption comme prévu. Le bref article mentionnait que la mère et le bébé étaient en bonne santé, et que Mia terminerait sa dernière année de lycée par un programme par correspondance. Il n'y avait aucune mention de Brandon ou des circonstances entourant la grossesse. Clara m'appela ce soir-là. « As-tu vu le journal ?» « Je l'ai vu. »« Comment va-t-elle » ?« Physiquement, elle va bien. Émotionnellement, ça va prendre du temps. Abandonner le bébé a été plus difficile qu'elle ne l'espérait. Je suis sûr que oui. John, je sais que c'est probablement la dernière chose que tu veux entendre, mais elle a vraiment changé. Le conseil, les conséquences de ses actions, devenir mère même brièvement, tout cela a eu un impact sur elle. Ce n'est plus la même fille qui a fait ces accusations. Tant mieux pour elle. Je ne te demande pas de lui pardonner. Je ne te demande même pas de me pardonner. Je voulais juste que tu saches que du bien est sorti de toute cette douleur. Clara, il faut que tu comprennes quelque chose. Je ne souhaite aucun mal à Mia, et je ne te souhaite aucun mal. Mais je ne me soucie pas non plus de vos histoires de rédemption ou du processus de guérison de votre famille. Vous avez toutes les deux fait des choix qui ont failli détruire ma vie. Et bien que je sois content que vous gériez les conséquences de manière saine, il n'est pas de ma responsabilité de me soucier de vos progrès. Je comprends. Vraiment? Parce que tu continues à m'appeler, à essayer de maintenir une sorte de lien. Nous n'avons plus de lien. Nous sommes des étrangers qui étaient mariés. C'est tout. Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Tu as raison, dit finalement Clara. J'arrêterai d'appeler. Merci. Au revoir, John. Au revoir, Clara. Je raccrochai le téléphone et réalisai que je me sentais plus léger d'une certaine manière, comme si un poids que je n'avais même pas supporté avait été soulevé de mes épaules. Pendant plus d'1 an, j'avais été défini par ce qui m'était arrivé, par les mensonges qui avaient été racontés à mon sujet, par l'injustice que j'avais subie. Mais maintenant, enfin, j'étais prêt à être défini par ce qui allait suivre. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à parcourir les annonces immobilières. Il était temps d'acheter cette maison, temps de jeter l'encre à nouveau, temps de construire quelque chose de nouveau sur les cendres de mon ancienne vie. Le passé était terminé. L'avenir attendait. 6 mois plus tard, je me tenais dans le jardin de ma nouvelle maison, une modeste coloniale de 3 chambres qui avait besoin de travaux mais qui avait de bonnes bases. J'avais passé la matinée à installer une nouvelle terrasse, et j'admirais mon travail lorsque mon voisin vint se présenter. « Beau travail » dit-il en me tendant la main.
Je m'appelle David Chen. Ma femme et moi vivons à côté. John Dorsey. Merci. Je fais ce genre de choses pour vivre. Entrepreneur? Entre autres. Bricoleur, charpentier, tout ce qui doit être fait. Nous avons parlé quelques minutes du quartier, des écoles locales, des meilleurs endroits pour prendre un café et faire les courses. David semblait être un type bien, le genre de voisin qui vous prêterait des outils et vous aiderait à déménager des meubles. Nous organisons un barbecue ce week-end, dit-il en se préparant à partir. Rien d'extravagant, juste des amis et des voisins. Tu devrais venir, rencontrer des gens. J'apprécie l'offre, mais je ne suis pas très fêtard ces temps-ci. D'accord, mais l'invitation tient si tu changes d'avis. Après son départ, je m'assis sur ma nouvelle terrasse et réfléchis à son offre. Pendant plus d'1 an, j'avais été isolé, méfiant envers les nouvelles personnes et les nouvelles relations. C'était nécessaire pour ma survie, mais peut-être était-il temps de recommencer à m'ouvrir. Peut-être était-il temps de cesser d'être défini par ce qui m'avait été fait et de commencer à être défini par ce que je choisissais de faire ensuite. Je sortis mon téléphone et appelai David. À propos de ce barbecue, dis-je quand il répondit. À quelle heure devrais-je venir? Vraiment? C'est super. Que dirais-tu de 18h samedi? J'y serai. En raccrochant le téléphone, je réalisai que je souriais pour la première fois depuis des mois. Non pas la satisfaction sombre que j'avais ressentie quand Mia et Clara avaient fait face aux conséquences de leurs actions, mais un bonheur authentique à l'idée de nouvelles amitiés et de nouvelles expériences. La guerre était finie. J'avais gagné, mais plus important encore, j'avais survécu. Et maintenant, enfin, j'étais prêt à recommencer à vivre.